Hello, hello tout le monde, bon dimanche, bienvenue à un nouvel épisode sur le podcast Brave. Très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle discussion avec une femme courageuse, résiliente, brillante aussi qui est Marie-Pierre Lemaire. Donc Marie-Pierre, bienvenue sur le podcast Brave. Merci, Elodie. Je suis contente, j'ai hâte de voir la discussion va nous mener. Donc, petite présentation pour ceux et celles peut-être qui ne connaissent pas encore Marie-Pierre. Donc, Marie-Pierre, aussi connue sous le nom de La Voisine, c'est une experte en storytelling introspectif et en création de connexions. Elle t'aide à faire briller ton histoire sur Instagram, Facebook et bien au-delà, grâce à des récits authentiques qui captivent et inspirent. Avec elle, ton contenu devient un véritable pont vers ton audience en forgeant des relations humaines et chaleureuses. I love it! Martha, pour commencer, aimerais-tu nous partager, en quelques minutes, of course, ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Hey, c'est une très bonne question, ça, Elodie. C'est intéressant parce que moi, j'aime dire que je suis une chasseuse d'or, une chasseuse de pépites d'or. Mm. Et c'est drôle parce que tu m'aurais posé cette question-là, tu sais, quand j'étais, exemple, au secondaire, adolescente, puis j'aurais pas pu Ouais. penser que ça me mènerait là, mon parcours, parce que moi, je suis une des rares qui a fait des études en histoire, donc j'ai fait un baccalauréat en histoire. C'est Ah, quand même ouais, assez... c'est j'adore. rare. On tombe rarement sur des gens qui ont fait ces études-là parce que je suis une passionnée d'histoire avec un grand H et avec un petit H, hein, finalement, aujourd'hui. C'est drôle quand même, hein? Donc, j'ai fait ça et voilà, parce que mon rêve, en fait, à l'époque, c'était d'être archéologue. OK, C'est spécial hein, quand on fait le lien aujourd'hui avec l'archéologie, puis là, aujourd'hui, c'est pour tellement. ça que j'aime me nommer puis dire que je suis une chasseuse de pépites d'or parce que ça fait référence un peu à mon amour de rechercher, de creuser profondément pour Ouais, trouver des pépites, des trésors. Donc finalement, ben, je suis pas devenue archéologue les deux mains dans la terre avec ma pioche, mais à ouais. quelque part, dans ce que je fais aujourd'hui, mon l'approche du storytelling introspectif, d'aller creuser dans l'histoire, dans le passé, à l'intérieur des clients qui me font confiance pour les Mhm. aider à raconter leur histoire, ben c'est un peu de l'archéologie, là, de l'archéologie moderne. Ouais, j'adore. Puis ça a été quoi ton wake-up call? Tu sais, t'as fini ton bac, puis est-ce que tout de suite t'es tombé dans le monde de l'entrepreneuriat? Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été 11 ans dans le milieu municipal. Mhm. Fait que j'ai travaillé dans le milieu municipal, un milieu assez beige, si on veut, mais j'ai Ouais, tripé pendant 11 ans. J'étais agente de com, donc je portais deux ok. chapeaux. J'étais agente de communication et j'étais agente de développement culturel. Donc, Ouais. j'étais dans la culture, j'ai fait des inventaires de patrimoine bâti, je m'occupais d'une salle de spectacle, je m'occupais des bibliothèques, de la programmation des bibliothèques sur un territoire rural. Donc, Mhm. en gros, là, pour nommer que ça, là, j'étais vraiment Ouais. en mode com, développement de projet culturel. Fait que j'ai fait ça pendant 11 ans. Et ben mon wake-up call, ça a été la pandémie, là, comme Comme tout plusieurs, le là, monde. la pandémie m'a rentré dedans, puis ça m'a fait, c'est ça, réfléchir, puis je me suis lancée en 2020, là, en affaires. T'avais-tu des gens autour de toi qui étaient là pour te Zéro. montrer le chemin? Non, Zéro. Un gros saut dans le vide. Non, 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 zéro, vraiment. J'ai aucun modèle, aucun proche, ou que je connais personne qui est en affaires. C'est vraiment pas. Ouais, j'ai sauté en construisant le parachute sur le chemin de la descente, mettons. j'adore. T'étais-tu spécialisée en storytelling au départ ou Non. ça s'est changé avec Je me le suis temps, ouais? lancée en tant que gestionnaire de médias sociaux. Donc, je faisais de la création de contenu, Mhm. de la gestion de communauté, stratégie. Chose que je faisais, dans le fond, aussi pour mon emploi que j'occupais dans le milieu municipal à la MRC Mhm. Gatineau. Donc, j'ai comme continué dans mes pantoufles, là, tu sais, j'ai lancé mes services là-dedans au moment où l'âge d'or, on s'entend-tu, du numérique était à son apogée, là. Donc, Mhm. il y a eu un facteur opportunité que j'ai saisi quand même. Puis c'est ça, mais au fil du temps, j'ai compris à travers cette création de contenu-là, j'ai compris c'était quoi, en quoi moi je me démarquais, c'était quoi ma Mm. force, mon talent, il était où, et c'était clairement en racontant des histoires. Ouais. Donc voilà pourquoi le storytelling est arrivé dans ma vie. L'histoire a toujours fait partie de ma vie depuis Mhm. longtemps. C'est fou! Ouais. J'adore, sérieux, les comparaisons. Puis, quand tu as lancé ton entreprise, on s'entend, c'est une grosse sortie de zone de confort, ça demande beaucoup de courage. C'était une des premières fois dans ta vie que tu prenais une grosse décision courageuse ou tu as eu à en prendre aussi dans le passé? J'ai eu à en prendre beaucoup dans le passé, bien avant de me lancer en affaires, puis j'aime penser que c'est ce qui me préparait à me lancer en affaires Mm. aussi, les épreuves que j'ai eues dans le passé. Mhm.
c'était comme la générale, comme on dit, la pratique générale Mm. Ouais. pour la vraie pièce qui commençait quand je me suis lancée en affaires, hein. Donc, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a menée là, ou du moins, peut-être pas qui m'a menée, mais qui fait en sorte que je suis à ma place, là, que Mhm. je réussis, tu sais. Ouais. Donc, ouais. Il y en a une Ouais. en particulier dans le passé que tu veux nous raconter aujourd'hui? Ouais, c'est pour ça qu'on est là, hein. Écoute, j'ai réfléchi à ça, il a dit, parce que je savais bien qu'en venant ici, je devais raconter, c'est ça, un moment marquant Mhm. de ma vie. J'aurais pu en prendre plusieurs, parce que j'en ai eu Mhm. plusieurs. J'ai hésité entre l'incendie de ma maison quand j'avais 7 ans. J'ai hésité Mm. entre le suicide de mon amie Stéphanie, qui avait 13 ans, quand moi j'en avais 15. Et j'ai hésité aussi de parler de ma maladie. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. On se Mhm. gardera d'autres discussions pour les autres épreuves, mais Mhm. aujourd'hui, ce que j'ai envie de parler, c'est de ma maladie. Une histoire que j'ai jamais racontée publiquement. C'est une histoire, bien sûr, que mes proches connaissent parce qu'ils l'ont vécue avec moi, tu sais, mais moi, je l'ai jamais racontée comme ça. Pourquoi? Mhm. Pourquoi? Maintenant, euh, j'aime avoir du recul sur les histoires que je raconte, que ce soit les miennes ou que ce soit celles des autres. Ouais. Et c'est quelque chose que je dis souvent, c'est-à-dire que c'est important de raconter une histoire quand on est capable de voir Mm. les leçons, le Mhm. cadeau caché, j'aime souvent dire Mhm. ça, Ouais. d'être capable de voir les apprentissages, ce qu'on a gagné à travers ça, plutôt que ce qu'on a perdu, tu sais. C'est de Vraiment. la façon de voir l'histoire. Et quand on est dedans, à plein nez, là, tu sais, Mhm. qu'on est collé au projet, c'est plus difficile de Ouais. voir émerger ces leçons-là, ces apprentissages-là. Donc, il y a un temps de décantage à avoir, je pense, qui était nécessaire pour moi aussi pour cette histoire-là. Et surtout que c'est une histoire qui n'a pas de fin. Mhm. Donc, c'est une maladie chronique que j'ai. Donc, j'ai toujours le nez dedans, tu comprends? Donc, Ouais. ça prend un certain temps à voir qu'est-ce qui ressort de ça. Et maintenant, je suis prête. Maintenant, je le vois et je le constate et je l'applique à tous les jours de ma vie. Donc, il y a ça. Puis, ben, c'est un beau message d'espoir aussi que je veux apporter Mhm. aux mamans, surtout. Aux Mm. mamans. Vous allez voir pourquoi dans mon histoire, je parle des mamans, là, particulièrement. Aux mamans qui n'ont pas eu un congé de maternité comme un conte de fées, là, comme on peut Mm. s'imaginer. Ouais. Euh, je vais juste brancher mon ordinateur, je me rends compte Mais que je vais merci manquer de premièrement batterie. de prendre le temps de t'ouvrir sur le podcast Brave. C'est ça l'intention aussi, c'est de, oui, raconter des histoires, mais au-delà des choses plus difficiles que les femmes ont vécues, c'est qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est quoi, comme tu dis, le cadeau caché? J'aime ça, le positif. Puis tu sais, dans la vie, le fameux mantra de ce qu'on vit, ça arrive pour nous et non contre nous. Tu sais, je crois Mhm. 100% à ça. Puis comme tu dis, des fois, quand on est tellement dedans, c'est facile de se dire pourquoi moi, pourquoi pas les autres, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mais quand on prend du recul, on peut comprendre. Donc, genre que tu nous racontes autant les débuts que justement le avant versus aujourd'hui, ta perception Hmm. de ton histoire. Fait que comment cette histoire-là, justement, a débuté dans ta vie? C'est quoi, moi, j'appelle le déclic, l'élément déclencheur? Comment ça a Hmm. commencé, ça? Ouais. Alors, je te ramène longtemps en arrière. Je te ramène en 2011, à l'été 2011. Mhm. Sûrement que la majorité des gens ne se rappelleront pas de cet événement-là. Moi, il est marquant. L'événement, c'est les restants de l'ouragan Irène, qui Hmm. est arrivé en août 2011, à l'été 2011. Moi, je suis chez ma grande amie d'enfance. En fait, je suis chez sa mère à Trois-Rivières. On a une soirée avec des amis. Et là, tout à coup, comme panne d'électricité, tchoum, tout s'arrête. Alors, ben, notre soirée, c'est terminé là. On s'est retourné chez nous, tu sais. Et je me Mhm. rappelle quand, sur le chemin du retour, je conduisais et il n'y avait plus d'électricité. La ville était plongée. Trois-Rivières était dans le noir. Et il ventait, il y avait, tu sais, des rafales incroyables. Il y avait toutes les bacs de récupération puis les poubelles dans les rues. Tu sais, comme Ouais. en voiture, je devais comme Contourner. contourner les bacs. Je me rappelle de ça, c'est une image marquante. Puis je me suis dit, ben voyons donc, l'apocalypse arrive. Tu sais, comme Ouais. c'est la fin du monde. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'était que c'était un début de petite fin du monde pour moi. Hmm. J'étais pas consciente de ça à ce moment-là.
Là, ça a l'air bien dramatique, mais vous allez comprendre. Je me retourne chez nous, je me couche, je fais ma nuit, et Ouais. je me réveille en plein milieu de la nuit avec une douleur incroyable au doigt. Pour que ça me réveille, puis là, je me dis, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? J'ouvre la lumière, je regarde mes mains, puis je me dis, hein, Les deux mains. les deux mains, j'étais plus capable de plier mes doigts. Mm. J'avais une douleur aux articulations, là, quelque chose de puissant. Puis je me disais, hein, et mes doigts étaient enflés, là, comme des saucisses. J'avais comme toutes des Ouais. saucisses, puis j'étais pas capable de faire ça. J'étais comme pris de même, et avec des jointures enflées comme jamais. J'étais comme, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, je me suis dit, mon Dieu Seigneur, je pouvais même pas prendre un crayon, là. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de paralyser. C'est quoi cette Ouais. affaire-là, tu sais? Mhm. Alors, bien sûr, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille. Je suis allée voir mon médecin de famille. Une batterie de tests s'est passée. Et le verdict, un diagnostic. Et le diagnostic, c'est ce qu'on appelle de la spondylarthrite ankylosante. C'est la forme d'arthrite la plus rare dans l'arthrite. Il y en a Ah plusieurs. ouais. Moi, je pensais que j'aurais de l'arthrite rhumatoïde. C'est la forme qu'on connaît le plus, hein? Celle Mhm. qu'on voit des doigts, des fois, qui sont comme déformés de certaines Ouais. personnes. Ça attaque les jointures, les doigts, les orteils, les pieds. Je croyais que c'était le début de ça, mais non, c'était juste comme le signal qui allait me confirmer, qui allait me dire que j'avais une spondylarthrite ankylosante. Et ça, pour les gens qui, c'est la première fois de leur vie qui entendent ça, sûrement, c'est rare qu'on parle de Mhm. cette maladie-là. C'est quand même une maladie rare. Ben, T'avais quel âge à ce moment-là? j'ai 24 ans. T'as 24 ans, en 2011. J'ai 24 ans, exact. Et là, on me dit que j'ai une maladie de vieux. C'est un peu ça. Là. Ouais, la Mhm. spondylarthrite ankylosante, c'est de l'arthrite, donc c'est l'inflammation disons, des articulations du sacro-iliaque. Donc, c'est Mhm. la zone, ben, toute la colonne vertébrale, puis tout le bassin, le sacro-iliaque, à la racine du coccyx, puis les Mhm. hanches, toute cette zone-là. Wow! Alors, j'ai ce diagnostic-là. Et là, ce qu'on me dit, je vais toujours me rappeler, c'est ma médecin de famille m'a dit, écoute, Marie-Pierre, euh, ta vie, tu vas pouvoir la vivre comme n'importe qui, il n'y a pas de souci. La seule chose vraiment à proscrire, tu sais, pour toi, en termes d'activité, maintenant que tu as ça, c'est l'équitation. Double claque d'en face. Parce que ce que ma médecin ne sait pas à ce moment-là, c'est que moi, je fais de l'équitation depuis l'âge de 4 Mhm. ans. Alors, elle Mhm. vient de me dire, ce serait mieux que tu fasses plus ça. Et c'est la seule activité, ben pas la seule, mais c'est l'activité, disons, par Ouais. excellence que je fais avec mon Mhm. père, que je partage avec Mhm. mon père. On fait des rides de cheval, on est des vrais cowboys cowgirls. Et là, on me dit, c'est mieux pas pour ton dos. Aïe aïe. Ça a été les deux premières claques. Là, le diagnostic à 24 ans, plus fais plus d'équitation. Bon, je l'ai pas écouté toujours. J'en ai fait quand même, mais j'ai payé le prix, par Graduais-tu exemple. dans le sens, c'est une maladie que ça s'empire, ça reste stable? Ça C'est une ressemble à quoi? maladie chronique. Donc, c'est-à-dire que c'est là pour rester. Toujours. Mais C'est là elle pour est au rester. même niveau, si on veut? Ça peut évoluer. C'est ça qui arrive. C'est que ça peut évoluer du jour au lendemain, comme ça peut rester comme ça toute ma vie. Donc, ça, on le sait pas. Donc, c'est beaucoup d'incertitudes. C'est beaucoup Mhm. d'incertitudes. C'est comme si je pilotais ma business dans mon corps. Ouais. Toujours. Je suis toujours en incertitude. Je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc, ça peut bien se passer, comme je peux finir ma vie en chaise roulante. Donc, Mhm. le risque de cette maladie-là, c'est que tes vertèbres de ta colonne vertébrale se soudent ensemble. Donc, s'ankylosent. C'est pour ça qu'on dit la spondylarthrite Mhm. ankylosante. Donc, le risque, c'est une soudure des vertèbres ensemble. Donc, quand ça soude, ben, tu n'as plus de mobilité. Donc, Mhm. dans les graves cas, on s'entend, dans les graves cas, quand ça évolue comme ça, ben il y a des gens qui finissent leur vie en chaise roulante. Ça ne veut pas Mhm. dire que ça va m'arriver. Sûrement que ça ne m'arrivera pas. Mais je suis Mhm. consciente de cette perte de mobilité-là. J'en ai déjà beaucoup moins à 38 ans que j'en avais à 24 et j'en Mhm. aurai encore moins, assurément. Plus Mhm. ça va aller. Donc, ouais, comment dire, ça change une vision de vie, ça. Mhm. Ouais. Ça a été quoi tes premières, justement, pensées quand on t'a annoncé ça? Tu l'as tout de suite annoncé aussi à tes proches ou t'as gardé ça pour toi? Non, non, j'ai annoncé à mes proches quand même. Ça expliquait beaucoup de choses. Mes premières pensées, hey, c'est une bonne question. Première pensée, tu me ramènes loin derrière, il y a 14 ans. Qu'est-ce que j'ai Mhm. pensé? Je pense que je me suis dit que
peut-être pas sur le coup, là, parce qu'il y a quand même à digérer ça, là, quand même, tu sais, tu googles ça, là, spondylarthrite ankylosante, tu te dis, Oui. mais qu'est-ce que c'est que ça, puis tout ça, tu sais. Mais mes premières pensées, je pense que ça a été de me dire, OK, tu sais, la vie, c'est maintenant, tu sais. Dans le Ouais, sens où, tellement. tu sais, si t'as le goût, c'était pas mon envie, mais tu sais, si t'as le goût de faire des choses assez où ton corps où ça demande quand même un effort à ton corps, c'est maintenant que tu dois le faire, tu sais. Si j'avais Mhm. toujours voulu rêver monter l'Everest, là, il aurait fallu que j'aille le faire maintenant, Le- tu sais. Bon, Ouais. c'était pas mon cas, mais moi, les choses qui me demandent vraiment une flexibilité, une mobilité avec mon corps, il aurait fait, tu sais. Ouais. Fait que ça, j'ai toujours conscience de ça, de peut-être pas l'urgence de vivre, mais de pas reporter. Tu sais, c'est ça Mm. qui, je pense, qui m'a traversé, de me Comme dire, ça. Ouais. OK, moi, il faut que je profite, là, tu sais. Bon, Mhm. j'étais pas à l'article de la mort, on n'en meurt pas, là. Mhm. C'est une Mhm. maladie dont on souffre, qui est Mhm. souffrante, mais qu'on ne meurt pas. Puis tu sais, je t'ai dit, l'élément déclencheur, ça a été Irène, Mhm. mais c'est pas là que tout a... que le pic de ma maladie s'est passé. Ça a été un diagnostic, c'est un premier... une première claque, si on veut, là, d'en face, là, tu sais, mais Mhm. ça s'est quand même relativement bien passé pendant plusieurs années, jusqu'à mes 30 ans, ça s'est bien passé, dans le sens où j'étais médicamentée, des Ouais. médicaments de début de maladie, tu sais, des anti-inflammatoires classiques, assez légers, tu sais, je commençais ma maladie, j'étais pas un cas lourd, parfait, tu sais, ça Mhm. va. Mais à l'âge de 30 ans, je suis tombée enceinte. Mhm. Et là, je me suis inquiétée de. Puis surtout que ma rhumatologue, mon médecin de famille, me disait, hey, toi, ça va être une épreuve être enceinte. Physiquement, ça va être quelque chose de difficile de par ta maladie. Attends-toi à ça. On m'avait vraiment mis en garde. Et finalement, au contraire, j'ai eu une grossesse rêvée. Toutes les douleurs de la maladie ont disparu. Et heureusement, parce que je Ah, ne pouvais pas prendre ouais. d'anti-inflammatoires que je Mhm. prenais durant. Fait que c'est assez. Tu sais, les hormones de grossesse, hein, ce que ça peut faire. Mhm. Et là, j'ai même eu espoir durant ma grossesse. Moi, j'ai adoré être enceinte. Ça a été vraiment une période de ma vie que j'ai beaucoup aimée. Mhm. J'ai pas été... tu sais, j'étais pas du genre de me plaindre de ma bédaine. Puis ça, moi, j'étais Ouais. contente, j'aimais ça. Puis surtout que j'avais plus de douleur. Puis je me disais, waouh, j'avais même espoir d'être guérie, tu comprends? Je me suis Ouais, dit, ouais. quand je vais accoucher, hey, tout à coup que ça reste de même, tu sais. Ouais. Je savais pas ce qui m'attendait, mais je savais vraiment pas ce qui m'attendait. Alors, heureusement, j'ai pu profiter puis gagner de la force durant ma grossesse pour ce qui s'en venait. Et voilà, j'accouche, maison des naissances à Nicolette, un accouchement naturel, 17 heures de travail quand même, un beau marathon. J'ai réussi, voilà. Et suite à l'accouchement, là, les douleurs sont arrivées, mais quelque chose d'aigu et de très intense. Dès le lendemain ou des semaines plus tard? Euh, Quelques semaines plus tard, parce que on dirait que l'adrénaline de l'accouchement, l'espèce d'euphorie que ça te Ouais. procure, c'est comme, en plus de l'allaitement, tout ça, t'as encore beaucoup d'hormones de grossesse, tu sais, Mhm. qui sont bien présentes, là, quand... Donc, c'est arrivé quelques semaines plus tard, quand ça s'est mis à s'estomper un peu tout ça, que là, j'ai commencé à ressentir des douleurs aiguës, tu sais, au point où j'en dormais pas. Au point où c'était impossible pour moi de dormir. Il faut savoir que la spondylarthrite ankylosante, la position la plus souffrante, là, c'est coucher. Hmm. La position couchée. Alors, bien sûr, pour dormir, on se couche. Je veux dire, on Ouais. se met à plat. Je ne suis pas comme dans la petite vie, je ne dors pas debout. Et Ouais. là, et là cette position-là, c'était la position qui me causait le plus de douleur. C'était incroyable. Alors, je me couchais pas, c'était impossible de me coucher. Alors, j'allais dans le salon, je me mettais sur le divan, j'ouvrais tu sais, En ange. Ouais, je le me mettais linge. comme une espèce de semi-assis, couché. Quand j'étais chanceuse, je réussissais à dormir 1 heure, mais Ça la se rappelle douleur était un bébé. tellement puissante, là. Tu sais, t'étais pas toute seule, t'avais ton bébé aussi à t'occuper, là, bébé pas? J'avais un bébé à m'occuper. J'étais dans mon congé de maternité Mhm. et je souffrais. À ce moment-là, j'étais en souffrance. OK, on s'entend, il y a quand même une nuance entre souffrance et douleur. À ce moment-là, j'étais en souffrance. Ça a été le moment là, où j'ai eu le plus mal physiquement et ça a duré pendant 8 mois. Hmm. 8 mois, donc on va se le dire, quasiment mon congé de maternité au complet. 8 mois à dormir plus ou moins 1 heure par nuit en souffrance. Au point où je me rappelle qu'à un moment donné où j'ai atterri dans le bureau de ma rhumato, parce que je suis suivie par une rhumatologue avec ma maladie, Mhm.
Julie Drouin, que je salue, la meilleure rhumato au monde. Je suis débarquée dans son bureau. Tu sais, quand tu dis, là, au comble du désespoir, Mhm, mhm. ceux qui me connaissent savent à quel point je... Moi, je pourrais te dire, c'est pas mon style, là, tu sais, dans le sens où Exact. je suis arrivée en me liquéfiant dans le bureau de Julie, en crise d'arthrite, en crise de pleurs, en... Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer comme ça. Mhm. Je ne sais pas si je vais être capable. Si tu me dis que le reste de ma vie comme ça se pourra pas, là. Ouais. Ça se pourra pas. Je pourrais pas continuer, tu sais. Et là, on s'imagine en grande crise, douleur, de pleurs, de... J'ai pas dormi depuis Mais tellement juste la longtemps. fatigue, juste, tu sais, juste ça, là, je Tout. peux imaginer, là. Ouais. Et là, Julie de me dire, OK, je te laisse pas partir comme ça. Clairement, ta maladie a évolué, il y a quelque chose qui marche pas. Je t'envoie passer plein de tests, tout ça. Et elle m'a pas laissé partir de son bureau sans m'injecter de la cortisone dans la hanche. Elle a dit, couche-toi, je vais toujours m'en rappeler. C'est là que t'as mal. Pion! Elle m'a rentré ça. J'ai fait. Elle dit, excuse-moi, ça, tu vas le sentir. Hey, regarde, tu pourrais Ouais. m'amputer, là. Puis je te dirais, Ouais. vas-y. J'étais à C'est ce ça. point-là. J'étais vraiment à Ouais. ce point-là. Je me disais, écoute, faut qu'on trouve une solution. Faut qu'on trouve une solution. À l'aide, là. À l'aide, tu sais. Mhm, mhm. Alors, elle m'a injecté de la cortisone directement dans la hanche parce que moi, c'est un côté, c'est vraiment le côté droit qui me OK. cause le plus de douleur. Et elle m'a envoyé pour faire plein de tests. Et là, suite aux tests, on s'est rendu compte que non seulement ma spondylarthrite ankylosante avait évolué, mais en plus, j'avais une sacroiliite. Sacroiliite, là, c'est l'inflammation du sacro-iliaque, du bassin. Imagine-toi quand on parle. Souvent, les ites, on pense souvent à une tendinite. Tu sais, ça, Ouais. on Ouais. entend souvent ça. Ben, moi, Mhm. j'avais comme, dites-vous, une tendinite dans la hanche, dans le bassin. Voyons. Oh Ouais. my Fait que God. ça veut dire que quand t'es debout, quand t'es couché, quand t'es assis, t'as mal. Je veux dire, c'est la Puis ça, base. c'est dû à l'accouchement ou à la grossesse? Ouais, ouais. Suite à l'accouchement, ben, ça a fait travailler, hein? Beaucoup cette zone-là, on va se le dire. Ben oui, ben oui. Et là, j'étais en sacroiliite en plus d'une évolution de ma spondylarthrite ankylosante. J'étais sur le bord, pas sur le bord de la mort, mais moi, là, dans ma tête, là, j'étais morte, là. Mhm. Je mourais à petit feu. Alors là, quand elle a vu ça, elle dit, tabarouette, sacroiliite en plus, je comprends que t'es mal, tu sais. Mon degré là, de douleur était au-delà de l'accouchement, là. C'était quelque chose Mhm. aigu tout le temps. Fait que là, ça en est suivi des tests de médicaments. On va tester parce que là, il faut diminuer ça, il faut trouver une façon de diminuer ça, ça n'a pas de bon sens. Alors là, on s'est mis à essayer des médicaments. Et avant de tomber sur le bon, il s'est passé plusieurs mois aussi. Parce que pour ceux qui vivent ça, pour ceux qui ont des maladies ou qui ont de la médication à prendre, ben, les tests, ça se fait pas en 3 jours. Non. Mhm. Pour savoir si un médicament fonctionne bien pour toi, c'est souvent une période de 3 mois. Mhm. Avant de dire, ah, ça marche ou ça marche pas, ou on essaye d'autres choses. 3 mois plus 3 mois plus 3 mois, il s'en passe des mois. Et Ah ça ouais. marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. À un moment donné, faut que tu gardes espoir que tu vas tomber sur la bonne médication. Il y a ça aussi. Donc, j'ai essayé une première médication, un anti-inflammatoire beaucoup plus puissant, et j'ai eu tous les symptômes, L'effet ouais, secondaire. les effets secondaires possibles. Donc, il a fallu en plus que j'ai un médicament pour contrer les effets secondaires de ce médicament-là. Donc, tu sais, Ben ça voyons en est donc. Ouais. suivi comme toute une course, un Mhm. marathon d'essais, jusqu'à ce qu'on trouve un médicament d'exception, qui fait partie de la liste des médicaments d'exception, que c'est ça que ça me prenait, et c'est des injections. C'est des injections que je dois me Mhm. faire. Donc, et là, après 2 mois, ça a commencé à faire effet. Mais pendant tout ce temps-là, ça a été 8 mois de temps Mhm. à me dire, OK, on n'a pas encore trouvé le médicament, on essaye, on essaye. J'étais comme en espèce d'errance médicale. On savait ce que j'avais, mais on savait pas qu'est-ce qui allait me soulager. Donc, test, C'est essai, ça, la erreur. solution. Et pendant ce Mhm. temps-là, moi, j'ai un bébé à m'occuper et j'ai Mhm. une santé mentale à prendre soin parce que pas dormir, être en souffrance pendant 8 mois, avoir un bébé à charge, c'est quelque chose. Exact. Étais-tu soutenue? T'es-tu allée chercher de l'aide pendant ce Oui, temps-là? oui, Ouais. oui. Puis tu sais, ton podcast, hein, s'appelle Brave. Puis moi, je trouve que, je vais faire un lien ici avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je trouve que comme acte de courage, c'est pas d'être forte dans la maladie, tu sais. Souvent, Mhm. on dit souvent que combattre la maladie, c'est en soi être courageux, mais pour moi, le vrai courage, c'est d'accepter qu'on peut pas changer l'adversité,
Puis c'est d'investir notre énergie dans ce en quoi on peut avoir le contrôle. Mhm. Puis je pense pas que c'est d'être fort. Tu sais, on dit, ah, t'es fort, Mhm. t'es forte, hein, C'est tu vis fort. ça, tu traverses Mhm. ça. Mais à quelque part, t'as pas le choix d'être fort. Je veux dire, t'as pas le Mhm. choix. Mais t'as le choix d'être courageux. T'as le choix de te lever chaque matin, Mhm. puis de poser des actes de courage. Et un des actes de courage que j'ai posé, ben, c'est d'aller demander de l'aide, effectivement, bien sûr. Là, bien sûr, j'étais suivie par ma rhumato, ça va, mais du côté psychologique, parce que être en Mhm. souffrance, pas dormir. Donc oui, j'étais allée rencontrer un psy. Je Mhm. suis allée rencontrer une psy à Trois-Rivières, absolument, qui m'a beaucoup aidée c'est ça, dans ma gestion de cette souffrance-là pour la transformer en douleur, Mhm. dans vraiment là, être en mesure de passer à travers, avoir quelqu'un à qui raconter ça. Donc, moi, je pense vraiment que le courage, c'est une décision qu'on prend chaque matin en se levant. Puis, tu sais, pour moi, les actes de courage que j'ai mis en place, c'est aussi simple et banal que de commencer chaque journée avec le sourire. C'est de sourire à Mhm. mon fils quand il se réveillait. Mon fils faisait Ouais. ses nuits. Il a toujours fait ses nuits. C'est moi qui les faisais pas, tu sais. C'est spécial pareil. Mhm. C'est moi qui les faisais pas. Lui, il les a fait dès le Ouais. premier jour. Donc, ça a vraiment été facile à ce niveau-là avec mon fils. Donc, un acte de courage, c'est de sourire quand t'as pas dormi de la nuit, quand ça fait Ouais. des mois que tu dors pas. C'est de sourire malgré la souffrance puis la douleur que t'as tout le temps. Tu sais. C'est de faire à souper, c'est de sortir dehors, c'est dans ces conditions-là, tout ça est un acte de courage en soi. Donc, je pense pas que c'est d'être invincible, Mhm. tu sais, le courage. Je pense que c'est d'avancer quand tout notre corps nous crie d'arrêter. Mhm. C'est vraiment comme ça Ouais. que je l'ai vécu. Donc, c'est ça. Libération quand on a enfin trouvé la bonne Mhm. médication. Donc, depuis ce temps, donc ça fait 8 ans. Depuis 8 ans, je m'injecte aux 2 semaines moi-même pour être en Mhm. mesure d'avoir une qualité de vie euh, et de dormir, de réussir à Mhm. dormir. C'est Mhm. surtout, c'est assez essentiel le sommeil dans la vie. Tellement, tellement. Qu'est-ce qui a changé, tu dirais, au niveau de toi, tu sais, de ton monde intérieur, de ta personnalité? Qu'est-ce qui a changé depuis? Tellement de choses. Tellement de choses. Qu'est-ce que j'ai appris? C'est ça qui m'a changé, en fait, les leçons de ça. J'ai appris à Mhm. être patiente. J'ai Mhm. toujours été une personne relativement patiente, mais là, ça a pris un autre niveau. Ouais, ouais. À être patiente. Donc, cette patience-là, euh, accepter le processus, Mhm. accepter le processus, le chemin. Étais-tu une personne qui était beaucoup dans le contrôle, disons, puis qui a dû apprendre à lâcher prise J'ai ou... appris à lâcher prise, tout à fait. Mhm. Tout à fait. Mais tu vois, j'ai appris à lâcher prise sur la douleur, Mhm. mais par contre, j'ai mis mon emprise sur ce que je pouvais contrôler pour être capable de survivre. Parce que je vais te le J'aime dire, ça. là, pendant ce 8 mois-là, je me suis sentie en mode survie, là. Tu sais, Mhm. Mhm. en mode, faut que je me sorte la tête hors de l'eau, là. Ouais. C'était vraiment ça. Donc, oui, j'ai dû apprendre à lâcher prise, mais lâcher prise sur, c'est bizarre à dire, hein, sur mon corps. C'est vraiment spécial Mhm. à dire, alors qu'on dit souvent, tu sais, bien habiter son corps, le moment Mhm. présent, écouter son corps. Moi, j'étais en mode, mets-le de côté et le Mhm. contrôle ce que tu peux contrôler dans ton environnement. C'est pas ton Mhm. corps présentement. Ouais. Ça a été un moment de ma vie où est-ce que j'ai dû lâcher prise de cette façon-là. C'est spécial quand même, mais Mhm. Mhm. j'ai dû, parce que là, je l'entendais crier, là. Il criait à tout le temps, non-stop. Ouais. Alors, à un moment donné, j'ai dû mettre de côté parce que j'aurais pas pu vivre comme ça, tu sais. Donc, oui, le lâcher prise. Ce que ça a beaucoup changé aussi, c'est toute la gratitude. C'est fou Mhm. pareil, hein? Dans l'adversité, comment la gratitude peut se révéler. Mais tu sais, présentement, aujourd'hui, avec un pas de recul, je vois plus mon corps comme un adversaire. Parce que pendant cette période-là, là, c'est ça, hein, mon corps était un adversaire. Mhm. Donc là, je le vois plus comme un adversaire. Aujourd'hui, je le vois plutôt comme un allié. Tu sais? Donc ça J'adore. a changé. J'étais en mode gratitude. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a plein de choses que je Ouais. peux faire. Donc c'est qu'est-ce Mhm. que je peux faire aujourd'hui, tu sais? Fait que c'est vraiment plus ça. C'est plus un adversaire. C'est quand même un gros switch, là.
Vraiment. de mentalité. Parce qu'il y en a Puis plein qui nous écoutent que je suis certaine qu'actuellement, leur corps, c'est leur adversaire. Tu sais, y a-tu des choses que tu as faites pour reconnecter justement à ton corps aujourd'hui? oui, aujourd'hui, je suis très connectée à mon corps. C'est quand même spécial, là, ouais. Parce qu'il me crie plus aussi. Il ne me crie Mmh. plus, il me chuchote. Il me chuchote à tous les Oh, jours. j'aime ça. Il va toujours me chuchoter parce que c'est chronique. Donc, Mmh la douleur chronique est toujours présente, mh. quoique contrôlée. C'est-à-dire que maintenu, mon seuil je ne suis plus en souffrance, mon seuil de douleur n'est Ouais, pas à 10 sur 10, là. ouais. Quoique il a déjà été à 75 millions sur 10. Moi, Mmh j'avais l'impression mh. que j'allais mourir de ça. Mais aujourd'hui, il me chuchote, tu sais. Je suis très dans au jour le jour par rapport à ça. Par Ouais. rapport à ça. Puis, ouais, très au jour le jour. C'est drôle parce que ça m'amène quand même des moments cocasses, on va le dire. Euh, J'en ris aujourd'hui. On en rit beaucoup. C'est vraiment une façon de passer à Mmh. travers ça, là, puis Ouais. d'aborder ma maladie, c'est d'en rire. C'est de pas la prendre trop au sérieuse non plus parce que moi, quand je m'assois ou quand je me penche, si tu m'écoutes, si tu m'entends, tu pourrais penser que j'ai 92 ans, là. Ouais, Parce que ouais, ouais. je fais des sons de vieux. C'est pas facile se pencher, se relever, ce Mmh genre mh. de. Fait qu'on en rit, tu sais. On s'entend-tu que mes proches me taquinent souvent avec ça, tu Ben sais. oui. Bon, ma Mmh mh. petite vieille, tu sais. On Ouais. en rit parce que j'ai un corps de vieux. Souvent, on dit t'as un corps de vieux, j'ai plus la même Mmh. mobilité qu'une femme Ah, de 38 ans, tu ouais. sais. Ça, Ouais. on en Mmh mh. rit, tu sais. Euh, donc, il y a ça, mais Tu bouges-tu quand même? Tu peux-tu, tu mettons des marches ou, ouais, ben là, d'autres tu vois, tu dis activités? ça, puis j'ai l'intention de recommencer. Écoute, je vais être très honnête avec toi, le yoga, c'est quelque chose que j'aime Ah beaucoup. ouais. Connexion à son corps, yoga, il n'y a pas mieux que ça. J'ai commencé la méditation aussi, tu sais. Mmh. Fait que c'est deux choses vraiment. Je suis pas une grande sportive, j'ai jamais été une grande sportive. Heureusement, quelque part, peut-être aussi d'un côté, parce qu'il y a des choses que ce serait peut-être Mmh plus mh. difficile. Bon, ça donne comme ça. Je suis pas Mmh quelqu'un mh. qui adore faire du jogging, mettons, ça n'a jamais été Ouais. dans mes plans. Mais yoga, méditation, je suis vraiment là, tu sais. Mmh mh. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais. Puis Puis l'équitation, t'as-tu retouché finalement? Tu disais que de temps en temps. l'équitation, écoute, c'est drôle parce que j'ai pas arrêté de faire de l'équitation, j'en fais moins souvent. Mmh mh. J'en ai fait pareil, tu sais. Mon père a eu pendant jusqu'à l'année dernière un ranch, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai OK. grandi dans un ranch de chevaux, j'ai grandi en faisant de l'équitation à partir de l'âge de 4 ans. Je ridais, là, tu sais, fait que ça faisait partie de ma vie. Quoique, là, j'ai ma maison, puis j'ai pas un cheval, j'ai pas une écurie, là, présentement. Mmh mh. Mais tout ça Mmh mh. étant dit que quand je voulais faire une activité avec mon père, dans la nature, on partait en ride de cheval dans le bois. Oui, j'ai continué à en faire quand même. Il y a des moments où mon corps me disait de juste comme faire une balade en marchant, tout Mmh simplement. mh. Mmh mh. Ça va. Puis il y a des moments où j'avais cette envie-là de galoper. Mmh Parce que mh. pour moi, l'activité libérateur, la plus libératrice pour moi, Mmh mh. c'est d'ouvrir la machine, c'est de galoper, faire le grand galop avec mon Top. père. Il y en a d'autres pour qui c'est faire de la moto, il y en a d'autres pour Ouais. qui c'est sauter en parachute, il y en a d'autres pour qui c'est, bon, toutes sortes de Mmh mh. choses, mais moi, le sentiment de liberté le plus puissant que j'ai vécu dans ma vie, c'est quand t'ouvres le grand galop à cheval. Et c'est toujours à ce moment-là où, où mon père et moi, quand on ouvre la machine dans le bois, tu vas entendre un tu sais, tu comprends? Ça vient avec J'adore. ça. Et oui, je l'ai refait à certains moments parce que je me suis dit, écoute, je payerai, c'est pas grave. J'ai payé. Il y a des fois où j'ai payé Mmh deux mh. semaines de mal de mon corps. Il y a des Mmh. fois où ça a été moins pire. Mais bon, on n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Mais oui, je l'ai Mais tu fait quand continues même. à faire des choses que tu aimes, tu Ouais. continues à te prioriser, c'est ça qui est beau, là-dedans aussi, là. Oui, parce que ça m'a amené à beaucoup de compassion envers moi-même, Mmh mh. Mmh mh. à davantage de douceur aussi envers moi-même. Ouais. Ouais. La compassion aussi parce que, tu sais, c'est quand même... pourquoi j'ai pas raconté cette histoire-là avant maintenant, là? Mmh mh. J'en ai parlé un petit peu au début, là, d'entrée de jeu, mais il y a une autre raison plus profonde encore. Puis cette raison-là,
les mamans qui écoutent vont sûrement davantage comprendre le poids des mots que je vais utiliser. C'est que, imagine-toi que la pire année de ma vie, c'est celle où j'ai accueilli mon fils. Mm. Alors, j'ai longtemps vu ça comme ça. J'ai longtemps vu cette histoire-là dans ma grande histoire Mhm. comme étant la pire année de ma vie, cette année-là, ce 8 mois-là, on va dire, Ouais. et ça correspond avec l'arrivée, l'accueil de mon fils dans ma vie. Et je me suis longtemps, longtemps sentie coupable de ça. Mm. Même si, on s'entend, quelqu'un me raconterait cette histoire-là, puis je serais la première à lui dire, ben non, c'est pas de ta faute. Mhm. Bien sûr, évidemment que ce n'est pas de ma faute, Mhm. mais ce qui m'a longtemps habité, c'est ce sentiment de culpabilité-là, comme si le lien avec mon fils aurait pu être affecté Je comprends. de ça. De que moi, j'ai été une maman en souffrance, que je me suis longtemps dit, j'ai pas pu y apporter tout ce qu'il a eu besoin, j'avais à Mhm. combattre, j'avais à survivre. Pourtant, j'ai toujours été là. Puis pourtant, Mhm. dans cette histoire-là, quand je disais tantôt que ça prend du recul pour raconter des histoires, pour voir émerger les leçons, le cadeau Ouais. caché, dans cette histoire-là, le cadeau caché, c'est mon fils. Mm. Et je le dis, puis j'ai des frissons. Même chose. Puis ce que je veux, surtout que mon fils comprenne, si un jour il écoute l'épisode, je vais Mhm. lui dire assurément à un moment donné, c'est que j'ai pas souffert à sa naissance. Mais le message que je veux qu'il retienne, c'est que j'ai tout donné pour lui, malgré cette souffrance-là. C'est vraiment ça, le switch du message, puis de Mhm. mes pensées, vers quoi sont orientées. Donc, ce n'est pas lui la cause de Mhm. cette souffrance, mais je veux qu'il retienne qu'il y a eu une maman qui a tout donné malgré que c'était difficile de faire ces journées, Mm. de s'occuper, c'est ça. Donc, j'ai donné tout ce que j'ai pu. Alors, ça, tu sais, puis je le dis, puis je dis, les mamans vont comprendre parce que il y a quand même de l'universel. C'est toujours ça qui Mhm. m'intéresse dans les histoires personnelles, l'universel. Donc, c'est Mhm. qu'est-ce que les gens comment les gens vont se retrouver dans cette histoire-là. Je pense que les mamans qui ont eu un congé de maternité, qui n'ont pas été faciles, qui n'ont pas été peut-être à la hauteur des attentes qu'elles avaient, de comment elles s'imaginaient un congé de maternité. Moi-même aussi, je m'attendais, wow, une année, Mhm. à la plus belle année de ma vie. C'est ce qu'on se Ouais. dit. Mhm. Avant, on est enceinte, on pense à ce moment-là, on chérit ça, on se dit, waouh, ça va être le plus beau moment de ma vie. Et Mhm. moi, ça n'a pas été. J'ai pas pu le voir à ce moment-là avec ces yeux-là parce que j'étais trop dans la souffrance. Donc, j'ai longtemps eu ce poids-là, je veux dire, ce poids-là de cette culpabilité-là. Et c'est pour ça que ça m'a pris 8 ans avant de raconter cette histoire-là. Mon fils a 8 ans. Mhm. Donc, Mhm. Tu l'as dit tantôt, tu te levais aussi en pensant à lui. Fait que, tu sais, c'est comme si inconsciemment, on va dire, vous étiez une équipe. Tu sais, vous vous êtes aidés, puis je suis certaine qu'aujourd'hui, ton fils, tu dois avoir une belle relation avec lui, puis veux pas, ça s'est forgé durant cette première année-là aussi. j'ai compris que cette épreuve-là, ça définissait pas le lien que j'ai avec mon Mhm. fils, justement. Mais ça, je l'ai compris avec le temps. Hein. Au Ouais, début, j'avais cette croyance-là que ça aurait pu affecter, avoir un que j'aurais impact. pu être plus, que ça aurait pu être mieux, que j'aurais Mm. pu donner plus, tout ça, tu sais. Mais c'est aussi de se dire, pour ça je parlais de compassion, de se dire Ouais. que j'ai été assez, c'était suffisant, j'ai été suffisante, j'ai donné le plus, malgré la souffrance, c'est ça. En soi, c'est un acte de courage, je trouve, beaucoup de résilience. Mhm. Et Mhm. non, ça n'a pas, je pense pas que ça a affecté le lien avec mon fils. J'aime penser que on est proche de toute façon, moi puis mon Au fils, contraire, ouais. aujourd'hui, mais c'est quand même, c'est ça prend des années quand même déconstruire des pensées comme Mhm. ça, hein? Mhm. C'est comme des pensées limitantes, si on veut. Ouais. Euh, et là, je suis prête à les voir. Et là, je suis prête à raconter ça. Et je l'ai jamais raconté. Tu sais, mes proches l'ont vécu avec Mhm. moi.
Mhm. autour de moi, ils ont fait partie, ils étaient des personnages secondaires là, de cette Ouais, histoire-là, notre histoire. mais j'ai jamais raconté ça comme ça, tout ce qui m'a habité à ce moment-là, comment je me suis sentie, puis ça. Donc, quand je pensais à ça, puis que j'avais les larmes, là, puis tout ça, puis que je me sentais donc coupable, c'était pas le moment de le raconter, tu sais. Mhm, Le moment de le mhm. raconter, c'est quand la plaie est en voie de guérison, quand c'est quand même un petit peu plus cicatrisé. Et Exact. moi, le message d'espoir que je vais apporter aux mamans, dans ce cas-ci, et à toute personne qui vivent en attente d'un diagnostic ou qui sont en souffrance Mhm, aussi, la maladie arrive à un moment donné, tu sais, c'est un message, c'est ça, d'espoir que vous êtes suffisant, que on est suffisante, on mhm, est assez, on n'a pas besoin d'être plus. Et bien sûr qu'on est fort, on est forte, on n'a pas le choix de l'être. On n'a pas le choix de mhm, l'être là-dedans. Mais ouais, à toutes celles qui n'ont pas eu un congé de maternité, comme des contes de fées, comme on s'attendait, c'est un message mhm. d'espoir qu'on peut se libérer de ça. Et surtout, je dirais, il a dit, trouver du sens à travers les épreuves. Puis tu sais, moi, tu sais, j'accompagne, tu l'as dit en me présentant, j'accompagne les entrepreneurs, les solopreneurs à raconter leur histoire. Donc, Mhm, je suis toujours celle à la recherche du sens profond parce que, bon, moi, c'est du storytelling introspectif, vraiment, ouais. dans quoi je m'assois, j'assois mon expertise. Et je suis toujours à la recherche de sens profond. C'est quoi le sens profond de l'épreuve, tu sais? Puis là, j'ai mis le doigt dessus, tu sais. Donc, J'adore. ouais. Puis, Donc, tu sais, c'est autant, je pense, tu sais, à travers ton histoire, oui, les mamans, mais tout le monde dans la vie, simplement, tu sais, on pense tellement que tout va bien aller, la santé, c'est là pour toujours, ça arrive juste aux autres, mais il suffit qu'il y ait justement un diagnostic ou une souffrance, ou ça commence avec de la douleur, puis que là, ça vient chambouler notre vie, puis veut pas, ces épreuves-là arrivent, il faut faire des deuils, tu sais, des ouais, deuils à l'ancienne version de nous, des ouais. deuils à ce qu'on faisait, à qui on était. Ça aussi, c'est pas facile, c'est pas juste de, tu sais, d'avancer, c'est de faire ce cheminement-là à l'intérieur de nous, justement introspectif de, OK, je dois laisser des choses aller. Tout à fait. Puis tu dis ça, puis tu vois, je me dis, hey, tu vois, l'ancienne version de moi-même, j'aime mieux la nouvelle. I J'aime mieux love cette you! nouvelle version de moi. Euh, Parce que c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, on dirait qu'à chaque fois que je vis quelque chose, veux pas, il y a comme le système de comparaison qui arrive par rapport à cette Ouais, épreuve-là, puis je me dis, ouais. c'est rien ça. Automatiquement, je me force pas à faire ça, là. Ça se fait automatiquement, c'est-à-dire Ouais. que je vois le positif, la beauté dans les choses, c'est pas grave ça. Souvent, je dis à mon fils, c'est un moyen ou un gros problème, ça? Tu sais, pour essayer de. Mm, Puis, ben, moi, en comparaison souvent, je me dis, hey, j'ai vécu pire dans la vie. Puis souvent, mes proches ouais, m'entendent le dire, j'ai vécu pire dans la vie, ça, c'est rien. Ça. Fait que ouais. ça permet vraiment de. Ça, c'est un pet, si on dit ça. C'est ça. Mais écoute, c'est bon, c'est ton mindset, c'est ta perception qui est solide, qui est positive aussi. Puis c'est ça, dans chaque histoire, on a le choix de la perception qu'on veut avoir par rapport à cette histoire-là. Tout à fait, tout à fait. Et ça me sert tellement dans mon travail aujourd'hui. C'est Mhm. incroyable à quel point, comme je te disais tantôt, ça a été la générale de C'était comme la pratique générale, finalement, avant l'acte vraiment Ouais, réel, tu sais. officiel. Oui, oui, aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, les histoires occupent une grande partie, puis la mienne fait en sorte que vraiment le côté empathique, le côté hypersensibilité aussi, parce que je suis une personne Mhm. hypersensible, Ouais, donc, et me permet d'accompagner encore mieux, je trouve, mes clients, mes clientes, permet vraiment d'être en mesure d'aller justement mettre le doigt sur ce sens profond-là, puis le de relier sens. des événements entre eux, puis Ouais. de faire voir les histoires à mes clients, clientes sous un œil et un regard parfois différents, Mhm. pour que ça fasse du sens pour eux avant tout. Parce que Ouais. quand ça fait du sens pour nous, on est en mesure de générer du sens chez les autres aussi et de créer un pont envers l'autre au niveau connexion. Et c'est ce que j'espère que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Tellement. 100%. Merci, belle femme, de t'avoir ouvert sur le podcast. Merci à J'adore. toi Je pour pense que l'invitation. vraiment plein de gens peuvent se reconnaître, peu importe qu'est-ce qu'ils vivent. Tu sais, tout ce que tu as dit par rapport au courage aussi, je trouve ça magnifique. Puis, justement, les femmes que tu accompagnes dans ton entreprise, c'est où la meilleure façon pour te rejoindre? Oui, si tu as envie de raconter ton histoire, tu sais pas par où commencer,
Ben écoute, moi, c'est La Voisine Pro sur Instagram, La Voisine OK. Storytelling sur Facebook. Je suis sur LinkedIn. J'ai un podcast aussi qui s'appelle À Oui! ta couleur, où on parle de storytelling. Donc, le podcast À ta couleur sur YouTube, sur Spotify, partout, sur toutes les plateformes de diffusion. Donc, j'imagine, Élodie, de toute façon, que tu vas mettre les liens Exact. pour me rejoindre aussi dans les notes de l'épisode. Donc, ça me fera grand plaisir de partager, de connecter avec vous Oui. autres, autant sur l'épreuve Mhm. que sur autre chose. Donc, voilà. Exact. 100%. Puis justement, j'invite les gens, les femmes qui nous ont écoutés aujourd'hui, si jamais vous avez des prises de conscience, des partages à faire, écrivez-le à Marie-Pierre, je suis certaine que ça va lui faire Oui. plaisir de vous entendre, de vous jaser. Puis n'hésitez pas aussi à nous taguer en stories Instagram, taguer l'épisode. On aime ça savoir aussi qui a pris le temps de l'écouter. S'il y a des bouts qui vous ont plus marqué, des choses que vous voulez raconter aussi dans vos stories ou en privé, n'hésitez pas. Donc, merci vraiment. J'ai goût de t'appeler Marie. Tantôt, tu m'as Go. dit Andy, mais Let's merci go. vraiment, On est rendu Marie, là dans notre relation, Élodie. pour cette belle conversation. Honnêtement, j'ai déjà hâte de la réécouter. On dirait que je vais la Bon, tant réécouter mieux. moi-même. C'est inspirant, impactant. Tu sais, c'est le genre d'histoire qu'on raconte pas à prime abord dans notre business sur les médias sociaux. Puis, merci d'avoir pris ton courage justement aujourd'hui puis raconter ton histoire. Puis des fois, une phrase, une conversation peut venir faire une différence Oui. dans la vie de quelqu'un. Donc justement, si t'es cette personne-là qui nous écoute puis que t'as comme eu un bon wake-up call pendant l'épisode, n'hésite pas à nous partager. Sachez qu'on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui peut être là pour nous accompagner, Oui. nous écouter aussi. Donc ça peut être nous, ça peut être d'autres personnes. N'hésitez pas. Donc, merci vraiment, belle femme. Puis merci à tous ceux et celles qui ont écouté l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre conversation inspirante sur le podcast Brave. Bye tout le monde! Bye!